Il existe un chiffre au cœur de tout ce qui se passe en ce moment autour de l'or, et presque personne ne prend le temps d'expliquer ce qu'il signifie vraiment. Ce chiffre, c'est 4 649 €. C'est là où se négocie l'or aujourd'hui, le 1er avril 2026, bien en dessous du record historique de 5 634 € atteint fin janvier de cette même année. Nous parlons donc d'une correction d'environ 6 à 10 à 7%, selon le moment précis où vous la mesurez. Et les médias financiers vous ont servi l'explication habituelle. Le dollar est fort, les taux d'intérêt réels sont élevés, et la Réserve fédérale américaine n'a annoncé qu'une seule baisse de taux pour l'année 2026. Tout cela freine un actif qui ne génère pas de rendement, comme l'or. Cette explication est exacte. Elle est aussi, de façon très précise et très importante, insuffisante. Elle vous dit qu'il fait froid dehors, sans vous expliquer pourquoi le temps a changé. Elle vous décrit la pression en surface sans identifier la force géologique qui agit en profondeur. Ce qui se passe actuellement sur le marché de l'or, ce n'est pas une seule histoire. Ce sont deux histoires qui se déroulent en même temps. Et c'est la deuxième histoire, celle que les analystes institutionnels, qui suivent les flux souverains, observent avec une très grande inquiétude qui va déterminer l'avenir, pas seulement dans la semaine ou le mois à venir, mais dans les 10 à 8 prochains mois. Et cet avenir, si l'on lit correctement et honnêtement les données et les précédents historiques qu'elle nous invite à comparer, c'est le plus grand mouvement haussier que ce marché de l'or ait jamais produit. Ce n'est pas une affirmation promotionnelle destinée à susciter de l'enthousiasme, c'est la conclusion logique d'un mécanisme spécifique et identifiable qui opère en ce moment même sur ce marché. Un mécanisme qui est, par nature, limité dans le temps et dont l'épuisement va libérer une force de demande structurelle qui a été temporairement supprimée, mais jamais éteinte. Commençons par la Turquie. C'est là que le mécanisme est le plus visible et le mieux documenté. La Banque centrale de Turquie a vendu et liquidé environ 60 tonnes d'or, soit l'équivalent de plus de 8 milliards d'euros en seulement 2 semaines, juste après le déclenchement du conflit avec l'Iran. Ce n'est pas un simple rééquilibrage de portefeuille. Ce n'est pas une remise en question stratégique du rôle de l'or dans les réserves turques. C'est une nation souveraine qui se retrouve face à un ultimatum, imposé à la fois par les mathématiques et la géopolitique, et qui choisit l'option la moins catastrophique parmi celles qui s'offrent à elle. La Turquie importe environ 90% de son pétrole et 98% de son gaz naturel. Lorsque le cours du pétrole Brent est passé d'environ 75 € le baril à plus de 100 € dans les semaines suivant le début du conflit, la facture énergétique annuelle de la Turquie n'a pas augmenté progressivement. Elle a bondi d'environ 20 milliards d'euros du jour au lendemain parce que l'énergie se paye en dollars et que les dollars étaient précisément ce qui manquait à la Turquie. La livre turque a atteint un nouveau record historique à la baisse face au dollar, pas moins de 11 fois en 6 jours de bourse après le début du conflit. 11 capitulations consécutives. Une monnaie en chute libre. Une monnaie qui a connu le genre d'enchaînement d'erreurs institutionnelles qui, si elles ne sont pas corrigées, produit des taux d'inflation qui feraient presque passer les 37% actuels pour quelque chose de gérable. La Turquie n'avait donc que 3 options, et chacune d'elles était douloureuse d'une façon qui s'aggrave avec le temps. La première, laisser la livre s'effondrer sans intervenir. C'est la réponse de marché libre dans les manuels d'économie, et c'est aussi la recette du suicide politique quand l'inflation est déjà à 37% et que la légitimité du gouvernement repose entièrement sur sa prétendue compétence économique. La deuxième, brûler les réserves de dollars, ce que la Turquie avait déjà tenté lors de crises précédentes. Mais ces réserves en dollars étaient dangereusement faibles avant même que le conflit ne débute, ce qui rendait cette option insuffisante si prise seule. La troisième, vendre de l'or. Convertir ces tonnes en euros et en dollars, utiliser ces liquidités pour défendre la monnaie, honorer les contrats énergétiques qui maintiennent le pays sous électricité et l'économie en marche, et éviter ce type d'effondrement monétaire total, qui génère inévitablement des fractures sociales et politiques. La Turquie a choisi la troisième option. 60 tonnes en 2 semaines, 8 milliards d'euros. La banque JP Morgan a estimé que des métaux précieux, représentant près de 30 milliards d'euros sur les 135 milliards d'actifs déposés à la Banque d'Angleterre, pourraient être mobilisés pour des opérations d'urgence. Ce que vous observez réellement. C'est dans ce contexte que vous devez comprendre la baisse du prix de l'or, cette baisse qui a déçu tant d'investisseurs, d'Istanbul à Islamabad en passant par Paris ou Lyon. Vous n'êtes pas en train d'observer un marché qui rend un jugement fondamental sur la valeur intrinsèque de l'or ou sur son rôle à long terme dans le système monétaire mondial. Vous êtes en train d'observer un appel de marge. Le mécanisme est différent d'un vendeur à découvert qui reçoit un appel de son courtier, mais la logique essentielle est identique, la liquidation est forcée sous la contrainte, à un prix dicté par la nécessité et non par la conviction. La Turquie n'est pas seule. Et voici la dimension de cette histoire qui n'a reçu presque aucune explication cohérente dans la presse financière grand public. La Banque centrale de Russie vend de l'or depuis 2025 pour financer les dépenses de guerre. Elle a levé environ 2,4 milliards d'euros début 2026, tout en réduisant ses achats à leur niveau le plus bas depuis 4 ans. La Banque centrale de Russie, l'un des acheteurs d'or les plus agressifs au monde, au cours des 3 dernières années, a envisagé de monétiser environ 550 tonnes de ses réserves
pour financer ces dépenses militaires, soit environ 13 milliards d'euros. Cette baisse, et en tirant la conclusion la plus intuitive, vendent leur propre position. Cela ajoute une pression supplémentaire. Le prix baisse encore. Et puis, quand les ventes forcées s'épuisent d'elles-mêmes par la simple arithmétique de réserve finie quand la crise qui a déclenché la liquidation commence à se stabiliser, quand la demande urgente de liquidité se calme, les acheteurs structurels reviennent. Et dans chacun de ces 4 cycles précédents, le mouvement de prix qui a suivi la réinitialisation a été plus important que celui qui l'avait précédé. Ce n'est pas une interprétation optimiste, c'est un schéma documenté. Dans chaque cas, les banques centrales, qui avaient été contraintes de vendre pendant la crise, n'ont pas conclu par la suite que l'or avait été une erreur stratégique. Dans chaque cas, lorsque les conditions se sont normalisées, ces mêmes institutions ont repris leurs achats. Parce que la logique stratégique qui rendait l'or attractif avant la crise, son immunité contre la confiscation par des gouvernements étrangers, sa résistance à la dévaluation monétaire, sa fonction d'actif de réserve sans risque de contrepartie n'avait pas été altérée par la crise. Si quoi que ce soit, la crise avait renforcé la conviction. Une institution qui vient de traverser une situation dans laquelle elle avait désespérément besoin d'un actif qui ne pouvait pas être gelé par une puissance étrangère, ni imprimé jusqu'à l'insignifiance par une banque centrale domestique, ni exclu de l'accessibilité par des sanctions géopolitiques. Cette institution ressort de cette expérience avec une compréhension bien plus aiguë de la raison pour laquelle elle accumulait de l'or, en premier lieu. Pourquoi cette réinitialisation sera la plus grande? Examinons maintenant les catalyseurs spécifiques qui font de cette réinitialisation particulière la plus lourde de conséquences parmi toutes celles qui l'ont précédée. La dette nationale des États-Unis s'élève à 39 000 milliards d'euros. Les paiements d'intérêts annuels sur cette dette ont dépassé 1 000 milliards d'euros pour la première fois de l'histoire américaine, surpassant même le budget de la défense. Ce n'est pas une version agrandie d'un défi budgétaire habituel. C'est une réalité arithmétique qualitativement différente, avec des taux d'intérêt de 4 à 5% sur 39 000 milliards d'euros. Les mathématiques du service de la dette se composent de manière implacable. Les anciennes dettes émises à des taux proches de zéro, pendant les périodes d'urgence post-2008 et post-2020 arrivent à échéance, et sont refinancées au taux actuel, et la charge des intérêts croît de façon non pas linéaire mais exponentielle. Jerome Powell a publiquement reconnu que la trajectoire actuelle ne se terminera pas bien, pour reprendre ses propres termes. C'est le président de la Réserve fédérale américaine qui décrit ainsi la situation budgétaire de l'émetteur de la monnaie de réserve mondiale. Les implications de cette déclaration pour le rôle de l'or en tant que diversificateur de réserve ne sont pas subtiles. Les banques centrales du monde entier devraient acheter environ 850 tonnes d'or en 2026. Ce niveau reste historiquement élevé bien au-dessus de la moyenne d'avant 2020, qui se situait entre 400 et 500 tonnes par an, et ce même en tenant compte des ventes d'urgence actuelles de la Turquie et de la Russie. La position nette du secteur officiel n'est pas devenue négative. Elle s'est modérée par rapport au niveau d'achat record. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un renversement structurel, et confondre les deux est l'erreur d'analyse qui coûtera le plus cher aux investisseurs qui agiront sur cette base. L'incitation à la dédollarisation qui pousse à restructurer les réserves souveraines est plus forte qu'à n'importe quel moment précédent de l'ère moderne. Lorsque les États-Unis et leurs alliés ont gelé les réserves en devises étrangères de la Russie en 2022, environ 300 milliards d'euros rendus inaccessibles d'un simple clic, les responsables politiques du monde entier ont tiré une leçon qu'on ne peut pas désapprendre. Si vos réserves peuvent être gelées par un adversaire géopolitique, avec une simple décision administrative, elles ne vous appartiennent pas vraiment. L'or n'a pas cette vulnérabilité. Il n'a pas de contrepartie. Il n'a pas d'émetteur. Aucun gouvernement étranger ne peut le geler par une annonce de politique. Aucune banque centrale ne peut diluer sa valeur en imprimant davantage. Aucun régime de sanctions ne peut en priver son détenteur du pouvoir d'achat. Ces propriétés ne sont pas devenues moins précieuses quand la Turquie a été forcée de vendre 60 tonnes pour défendre sa monnaie. La Turquie a vendu parce qu'elle avait besoin de liquidités en urgence, pas parce qu'elle avait décidé que les propriétés stratégiques de l'or ne valaient plus la peine d'être conservées. Quand l'urgence passera, le calcul stratégique de la Turquie concernant l'or sera exactement ce qu'il était avant l'urgence. La demande industrielle, un facteur nouveau, la base de demande industrielle qui soutient les métaux précieux et l'argent en particulier, est structurellement différente de tout ce qui existait lors des cycles précédents. 5 années consécutives de déficit d'approvisionnement en argent, sans réponse viable côté offre à l'horizon. Le déploiement massif d'infrastructures pour l'intelligence artificielle, la fabrication de véhicules électriques à grande échelle, les programmes d'installation solaire sur plusieurs continents. Tout cela génère une demande en métaux industriels à des niveaux que les générations précédentes d'analystes des métaux précieux n'avaient pas modélisés parce que ces industries n'existaient pas à cette échelle quand les cadres analytiques précédents ont été construits. Ce n'est pas de la spéculation sur l'avenir. C'est une réalité présente que la valorisation à terme de l'argent et les données d'approvisionnement physique du Silver Institute documentent en temps réel. L'interdiction russe d'exportation d'or,
La Russie met en place une interdiction d'exportation d'or effective en avril 2026, rendant illégale l'exportation de lingots d'or de plus de 100 grammes. Chaque détenteur d'or russe disposant des moyens et de la motivation pour déplacer des actifs vers le marché international a une fenêtre qui se ferme rapidement avant que cette interdiction n'entre en vigueur. Ces ventes ajoutent à la pression à court terme. Mais quand elles s'épuiseront et que l'interdiction d'exportation prendra effet, une source significative de pression vendeuse actuelle sera définitivement retirée du marché. Simultanément, le deuxième producteur d'or mondial sera exclu de la chaîne d'approvisionnement internationale, resserrant l'offre future de cette source tant que les sanctions et la restriction d'exportation resteront en vigueur. La même crise qui crée actuellement une pression à la baisse sur les prix prépare, par un mécanisme différent opérant sur un horizon légèrement plus long, un resserrement de l'offre que les analystes institutionnels axés sur le marché physique observent avec une attention considérable. Les États du Golfe, ventes réelles ou rumeurs? Qu'en est-il des ventes présumées des États du Golfe, la liquidation présumée de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis qui a généré de l'inquiétude dans certains cercles de commentateurs sur les métaux? Précieux? Les avoirs officiels en or de l'Arabie Saoudite, environ 323 tonnes, apparaissent inchangés dans les dernières déclarations du FMI. Les Émirats détiennent environ 11 tonnes. Le Koweït, environ 79 tonnes. Les ventes des États du Golfe, que certains médias financiers ont traitées comme confirmées, sur la base de sources anonymes, ne figurent pas dans les données officielles. Ce que cela signifie concrètement, c'est que une partie de la pression baissière actuelle sur l'or est portée par le sentiment une prime de peur intégrée dans le prix, basée sur une liquidation qui a été spéculée mais non vérifiée dans le dossier officiel. Quand ce sentiment se dissipera, et quand les données réelles du FMI confirmeront que les États du Golfe n'ont pas été des vendeurs majeurs dans ce cycle, la prime de peur se dissoudra. Et les primes de peur, quand elles se dissolvent, le font rapidement. Les 3 phases à venir. Les 3 phases de ce qui se passe à partir d'ici méritent un traitement précis, parce que comprendre l'arc structurel n'est utile que si vous pouvez identifier où vous vous trouvez actuellement à l'intérieur de cet arc, et à quoi ressemblent les signaux spécifiques de transition d'une phase à la suivante dans les données réelles du marché. PHAES. 1. La liquidation forcée. Phase actuelle. L'or se négocie actuellement entre environ 4 700 et 4 750 euros au 1er avril 2026. Les vendeurs qui opèrent sur ce marché ne prennent pas de décision stratégique sur le rôle à long terme de l'or dans le système monétaire mondial. Ils honorent des obligations. La Turquie défend sa monnaie contre les conséquences d'un choc pétrolier qu'elle n'a pas créé. La Russie finance une guerre qui ne montre aucun signe de résolution à court terme. La Pologne débat d'une réallocation de défense. La pression vendeuse est réelle, elle est substantielle, et elle est par définition finie. Les pays ne peuvent pas vendre plus d'or qu'ils n'en possèdent. L'estimation de JP. Morgan d'environ 30 milliards d'euros de ventes supplémentaires potentielles à partir des avoirs turcs à la Banque d'Angleterre représente un plafond, pas un engagement ouvert. Et le rythme de vente réelle de la Turquie, 6 tonnes la semaine du 13 mars et 52,4 tonnes la semaine du 20 mars, ne peut pas continuer à ce rythme sans épuiser les réserves à des niveaux qui créeraient une crise différente et plus grave que celle que les ventes tentent actuellement de gérer. La liquidation forcée a un point d'épuisement naturel intégré par l'arithmétique de réserves finies. Ce point approche. PHAES 2. La stabilisation. La deuxième phase, la stabilisation, commence quand le pétrole se stabilise. Chaque semaine que le détroit d'Ormuz reste perturbé commercialement représente une semaine supplémentaire de demande urgente de liquidité de la part des nations importatrices d'énergie. Quand le Brent retombera vers 85 à 95 euros le baril, la demande marginale de liquidité qui force la main de la Turquie diminuera. La livre se stabilisera. Les ventes d'intervention ralentiront. Le marché de l'or commencera à se recalibrer vers son prix structurel plutôt que vers son prix de liquidation de crise. Les 2 indicateurs spécifiques à surveiller sont le taux de change euro-livre turc et le prix du pétrole Brent. Quand la livre cessera d'établir des records consécutifs à la baisse, le vendeur forcé le plus actif du cycle actuel approchera de l'épuisement. Quand le Brent retombera vers 85 à 90 euros, le facteur fondamental de toute cette séquence de vente forcée commencera à se modérer. Surveillez le pétrole brut. Surveillez les données de trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Le prix du pétrole vous en dit plus sur le calendrier de la reprise de l'or que n'importe quel commentaire spécifiquement sur l'or. PHAES 3. Le retour structurel. La troisième phase, c'est le retour structurel. C'est quand les banques centrales qui ont vendu pendant la crise commencent à reconstruire leur position. Les institutions souveraines ne pivotent pas instantanément des ventes forcées vers des achats agressifs. Elles attendent que leur propre situation financière se rétablisse suffisamment pour permettre des allocations discrétionnaires. Elles attendent que le contexte politique soutienne un retour à l'accumulation stratégique. Elles attendent que la crise se stabilise suffisamment pour que l'urgence ne consomme plus chaque euro marginal disponible. Mais, dans la fenêtre de 12 à 10 à 8 mois, que les réinitialisations historiques ont généralement pris pour se compléter, les acheteurs structurels reviennent. La Banque populaire de Chine n'a pas signalé de réduction permanente de son programme d'accumulation.
Elle a fait une pause après 15 mois consécutifs d'achat, la plus longue série de l'ère institutionnelle moderne d'achat d'or. Les ventes de l'Inde ont été motivées par la défense de la roupie, pas par une réallocation stratégique permanente. Les acheteurs stratégiques n'ont pas quitté le marché philosophiquement. Ils ont été temporairement déplacés ou contraints de vendre par les conditions de crise. Quand ils reviendront sur un marché où la liquidation forcée a déjà eu lieu, où l'opportunité d'accumulation est valorisée de manière plus attractive qu'au sommet précédent, et où la logique de demande structurelle reste entièrement intacte. Ce que disent les grandes banques. Voici à quoi ressemble le consensus institutionnel quand on agrège les objectifs de cours des grandes banques qui emploient les équipes de recherche en métaux précieux les plus analytiquement rigoureuses disponibles. JP Morgan vise 6 300 € l'once d'ici fin 2026. Wells Fargo a relevé son objectif à une fourchette de 6 100 à 6 300 €. UBS vise 6 200 € avec un scénario haussier allant jusqu'à 7 200 € en cas de tension géopolitique croissante. Goldman Sachs est plus conservateur à 5 400 €. Même à l'objectif conservateur de Goldman, la hausse potentielle par rapport au prix actuel d'environ 4 249 € est substantielle. À l'objectif de 6 300 € de JP Morgan, le mouvement implicite par rapport aux niveaux actuels est d'environ 33%. Ces objectifs n'ont pas été produits par des analystes qui ont regardé la vente de 8 milliards d'euros par la Turquie et conclu que le cas structurel s'était effondré. Ils ont été maintenus ou relevés malgré ces données parce que les analystes qui les ont produits font la même distinction que cette analyse a faite tout au long. La différence entre vente forcée et vente stratégique, la différence entre un appel de marge et un changement de politique. Pourquoi ce mouvement sera le plus grand de l'histoire? En 1973, quand l'or a commencé sa course historique sur plusieurs années, la dette nationale des États-Unis s'élevait à environ 500 milliards d'euros. Aujourd'hui, elle est de 39 000 milliards d'euros. Cette différence n'est pas quantitative, elle est qualitative. L'architecture budgétaire dans laquelle opèrent les banques centrales aujourd'hui est catégoriquement différente de celle dans laquelle elles opéraient en 1973 et elle crée une incitation structurelle catégoriquement différente et plus puissante à détenir des actifs qui ne sont pas des passifs libellés en euros ou en dollars du gouvernement américain. En 1973, le mouvement de dédollarisation n'existait pas sous une forme institutionnelle organisée. Aujourd'hui, c'est une réalité documentée, déclarée au FMI, divulguée par les banques centrales, dans des dizaines d'institutions de gestion de la richesse souveraine à travers le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie et bien d'autres. En 1973, il n'y avait pas de déficit d'approvisionnement en argent courant depuis 5 années consécutives. Il n'y avait pas de fabrication solaire à l'échelle continentale. Il n'y avait pas d'infrastructure d'intelligence artificielle nécessitant des métaux industriels à des volumes que la génération précédente de modèles de demande n'avait jamais anticipés. La base de demande structurelle qui sous-tend ce marché haussier de l'or est plus large, plus profonde et plus ancrée géopolitiquement que tout ce qui existait lors de l'un des 4 cycles précédents. C'est le fondement analytique de l'affirmation que la réinitialisation, quand elle se complétera, produira un mouvement qui dépassera ce qui a suivi 1976, 1983, 2008 et 2013. Non pas parce que l'or monte toujours quelles que soient les conditions, mais parce que les conditions sous-jacentes à cette réinitialisation sont plus extrêmes, la demande structurelle est plus inélastique, la trajectoire budgétaire de la nation émettrice de la monnaie de réserve est plus contrainte, et l'incitation géopolitique à détenir des actifs qui ne peuvent pas être gelés, imprimés ou sanctionnés, n'a jamais été aussi forte ni aussi largement comprise parmi les gestionnaires de réserves souveraines. Le plancher et le décollage. Le plancher où qu'ils s'établissent finalement dans la fourchette actuelle, et sur la base des données que cette analyse a examinées, cette fourchette se situe quelque part entre 4 400 et 4 750 €, et la rampe de lancement de ce que la logique structurelle de ce marché annonce comme son plus grand mouvement, soutenu. La réinitialisation ne change pas la destination. Elle change le prix auquel vous pouvez l'atteindre. Et chaque réinitialisation précédente dans l'histoire moderne de ce marché a été suivie d'un mouvement qui a significativement dépassé les sommets qui avaient précédé la réinitialisation. Les investisseurs qui ont tenu leur position pendant la phase de liquidation forcée ont capturé ces mouvements. Les investisseurs qui ont vendu pendant la réinitialisation, qui ont conclu d'une chute des prix que l'histoire structurelle était terminée, ont cristallisé des pertes et regardé la reprise depuis les gradins. Une invitation au dialogue. C'est le moment dans l'analyse où vous devez prendre une décision qui ne concerne pas directement l'or. Elle concerne la manière dont vous souhaitez vous engager avec ce type de travail. Logue et John Hagg publient des analyses construites sur des données, les déclarations du FMI, les rapports de flux de coffre-fort, les dossiers de divulgation de la Banque d'Angleterre, le type de document institutionnel que la plupart des commentaires financiers ne touchent jamais, parce que cela demande du temps, de la patience et la volonté de rester dans la complexité plutôt que de la simplifier. Si c'est le type d'analyse qui vous sert, la section des commentaires de cette vidéo est l'endroit où cette conversation se poursuit. Dites-nous spécifiquement, maintenez-vous votre position actuelle?
Accumulez-vous à ces prix? Ou êtes-vous sur la touche et attendez-vous un signal spécifique avant de re-entrer? Pas une réponse vague, une réponse précise. À quel prix du pétrole Brent vous sentirez-vous confiant que la phase de liquidation forcée se termine? À quel niveau du taux de change euro-livre turc vous direz que l'urgence de la Turquie se stabilise? Quelle révision des objectifs de JP Morgan ou de Wells Fargo à la hausse ou à la baisse changerait votre posture? Ce sont les questions qui façonnent la prochaine vidéo. Parce que cette chaîne existe pour répondre aux questions qui vous tiennent réellement éveillés la nuit, pas aux questions les plus faciles à traiter. Conclusion. La plus grande réinitialisation n'est pas quelque chose qui s'est produit en janvier, quand l'or a établi son record historique à 5 634 €. C'est quelque chose qui se produit en ce moment même, aujourd'hui le 1er avril 2026, pendant que la Turquie travaille à travers ses ventes d'or d'urgence, pendant que la Russie approche de sa date limite d'interdiction d'exportation d'avril, pendant que la Pologne débat de la monétisation de ses réserves, pendant que la Chine attend, avec son programme d'accumulation structurellement intact et prêt à reprendre, la vente forcée est finie, la demande structurelle est permanente, les conditions budgétaires qui rendent le rôle de l'or comme diversificateur de réserves plus précieux en 2026 qu'à n'importe quel moment précédent de l'ère moderne ne changeront pas quand le conflit iranien se stabilisera. L'incitation à la dédollarisation demeurera, l'arithmétique de la dette demeurera. La demande industrielle des technologies qui n'existait pas à cette échelle lors des cycles précédents demeurera. La réinitialisation est activement en train de former le plancher. Le plancher est la mise en place pour le mouvement. Et le mouvement, quand il viendra, sera le plus grand que ce marché ait jamais produit. Surveillez la livre turque. Surveillez le pétrole Brent. Comprenez le mécanisme. Et ne laissez pas une phase de liquidation forcée, que vous comprenez désormais dans ses détails structurels et géopolitiques précis, vous faire rater ce que chaque objectif de prix institutionnel sérieux annonce comme la prochaine étape. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Log et John Hagg lit chacun d'entre eux. Et abonnez-vous, car la prochaine partie de cette analyse va vous montrer exactement ce que les données de flux de coffre-fort de la Banque d'Angleterre révèlent en ce moment. Et que presque personne d'autre n'est en train d'expliquer. Avertissement important. Tout ce qui est présenté dans cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et informatives. Il ne s'agit pas d'un conseil financier, ni d'un conseil en investissement, ni d'une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver quelque actif que ce soit. Chaque situation financière individuelle est différente. Et toute décision impliquant votre propre capital doit être prise en consultation avec un professionnel financier qualifié qui comprend vos circonstances spécifiques, votre tolérance au risque et vos objectifs à long terme. Les données, l'analyse et les comparaisons historiques présentées ici sont offertes pour vous aider à réfléchir de manière plus claire et plus complète sur ce qui se passe dans le marché de l'or, pas pour vous dire quoi faire avec votre argent. Faites vos propres recherches, consultez un professionnel et prenez les décisions qui vous conviennent, et à personne d'autre.